Nous recevons une invitée exceptionnelle dans Showbuzz, Axel Red. Showbuzz, Charlotte Van Bever. Il y a un peu plus de 30 ans, elle débutait sa carrière et on ne fera l'affront à personne de citer tous ses tubes. Parallèlement, elle s'engageait aussi déjà auprès des plus démunis. Elle atteignait les sommets dans les charts, mais redescendait vite sur terre au fil de ses voyages humanitaires. Cet humanisme, c'est tout sauf une posture chez Axel, la chanteuse, l'auteure-compositrice, la maman, l'épouse et désormais aussi la coach de Voice Belgique. Bref, une femme presque comme les autres, avec une bonne dose de sensibilité, d'indignation et d'optimisme pour la guider. Axel Red, bonjour. Avec l'accueil, ma journée est faite, quoi. Merci. Allez, alors on arrête là. On s'est rencontré Axel il y a un peu plus d'1 an. Et à l'époque, vous m'aviez dit que vous aviez besoin, vous avez toujours eu ce besoin en fait de rendre aux autres ce que la vie vous avait donné. Et si je me rappelle bien, vos premiers voyages, qui n'étaient pas encore humanitaires sous couvert d'ambassadrice ou autre, mais vous aviez déjà fait des voyages à l'étranger, même avant d'avoir votre premier tube, avant d'avoir Kennedy Boulevard. À ce moment-là, il y avait cette notion-là de rendre, elle était déjà là, c'était rendre quoi ? Parce qu'il n'y avait pas le succès, il n'y avait pas l'amour, je dirais, du public à rendre. C'était quoi la motivation première ? Quand j'étais petite, j'étais très très sensible à l'injustice. C'est pas que j'étais une enfant parfaite, parce que un jour, il y a même une maman qui m'a dit « Ah, c'est toi qui as exclu ma fille à l'école ». Et puis je me dis « Oh, c'était le plus grand choc ». Je me dis « Oh, effectivement, j'ai fait ça ». Mais donc, j'avais 9 ans, donc je veux dire, je pense que c'est suffisamment jeune pour ce... Parce que je dis toujours, quand on fait des chutes ou quand on fait des erreurs dans la vie, c'est bien. Mais il faut après les utiliser pour en sortir plus intelligent. Ouais, meilleur. Et donc, effectivement, je veux dire, chaque fois, en fait, tu rencontres des situations qui t'apprennent, ce que tu as envie de faire dans la vie. Et je faisais le droit et je faisais de la musique. Déjà, je veux dire, c'était assez contradictoire comme deux chemins. C'était un sort de plan A, plan B. et j'aimais les voyages. Donc, c'était des 3 choses que j'aimais bien. Et donc, c'était pendant un voyage au Vietnam. Et on était assez privilégiés parce que les frontières étaient encore fermées. Parce qu'on connaissait quelqu'un qui travaillait pour l'ambassade. On avait 20 ans. Donc, c'était assez incroyable de pouvoir être là, à cet endroit. Mais en fait, le gouvernement, comme le pays n'était pas encore ouvert, ils n'avaient pas encore caché ce qu'ils ont fait par la suite, les victimes de la guerre. Et donc, on a vu beaucoup de gens sans jambes qui étaient victimes des mines antipersonnelles. Et je me souviens toujours un petit garçon qui voulait vendre des cartes postales. Et à un moment donné, je dis, mais tu sais, j'ai acheté déjà 3 de tes copains. Je dis, je peux pas acheter tout le monde. Je suis pas riche. Alors, le petit gamin, il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, of course you are rich. You came by airplane. Tu es venu avec un avion. Et puis je me dis, oh, il a raison, le petit. Et c'est un déclic. C'est un déclic où je me suis dit, waouh, je veux dire, il faut que j'arrête les excuses. Il faut que j'arrête les excuses. Et je pense que la vie, c'est se dire merci, je reçois. Et puis, une sorte d'équitation. D'ailleurs, ce mot que j'ai cherché longtemps pendant mes 5 ans d'études de droit, équité. Ce n'est que vers la toute fin qu'un juge, en fait, il va utiliser l'équité pour parler justice. Avant ça, il y a les lois qui sont pas forcément justes. Donc, j'ai compris que la vie n'était pas toujours juste. Et donc, je me dis, voilà, il faut rendre, il faut... Et est-ce qu'il y avait, parce que je disais dans votre portrait, je parlais d'indignation. Il y avait de l'indignation, au-delà du fait de rendre et de dire que la vie est injuste, il y avait de l'indignation de se demander presque quotidiennement, pourquoi, en fait ? Pourquoi moi, je suis née ici ? Pourquoi je suis pas née ailleurs ? Ça a démarré comme ça, et puis plus j'avançais et plus j'avais du succès, à un moment donné, ça m'a vraiment paralysée. Et c'est un mal-être, quoi, à ce moment-là. Oui, il y a un mal-être. J'ai pas compris, je me dis, j'ai tout, j'ai ma famille, j'ai réalisé tous mes rêves, et je suis mal. Et puis j'ai trouvé un mot qui m'a vraiment fait du bien, en tout cas de pouvoir diagnostiquer. Je me suis autodiagnostiquée, en fait, au lieu d'aller chez le psy, je me suis autodiagnostiquée. Et j'ai trouvé un mot et c'est en fait en allemand Weltschmerz. Et Schmerz, c'est une douleur, Welt, c'est le monde. Donc que ça existe, qu'on peut avoir mal pour le monde, parce que je me dis, voilà, c'était juste pas logique d'avoir autant de lumière moi et que le soleil il brillait moins sur. Et donc je me suis dit, voilà, la réponse doit être quand même simple, c'est juste quand vous avez trouver compris un équilibre. Et quand vous avez compris ça a été ça allait, oui, le mais mal-être, c'était pas évident parce que heureusement j'avais mes chansons pour placer les choses, parce que
à un moment donné, c'était vraiment me dire, est-ce que j'ai le droit de vivre dans ma maison? Est-ce qu'il faut que j'ouvre mes portes pour que j'accueille? C'est pas normal d'avoir une grande maison comme ça. Est-ce que je dois accueillir tout le monde? Est-ce que je dois partir en Afrique avec ma famille plutôt que est-ce que j'ai le droit de chanter encore parce que ça me donne du bonheur? Et j'ai réussi, heureusement, à travers mes chansons, de placer tout ça. Okay. Et j'ai compris que dans la vie, en fait, je pense que c'est une sorte de balance et de te dire, tiens, oui, on peut être heureux. Oui, c'est comme on a le droit de donner un cadeau, même si ça te fait plaisir. Tant mieux, mais ça fait plaisir à l'autre aussi, donc ça rééquilibre. Et c'est là où j'ai compris que tout est une question de trouver un équilibre dans tous les rôles qu'on a. Parce qu'en fait, j'étais chanteuse, j'étais maman, j'étais partenaire de mon couple, j'étais fille de ma mère, citoyenne du monde. Tout ça, chanteuse, je sais pas, artiste. Et en fait, je pense que parce que si je pars en Afrique et que je force mes enfants à faire ça, je n'étais pas forcément la bonne maman. Donc, un peu c'est comme dans tous les... Oui, dans parce tous que les... je me suis rendu compte que Gandhi ou Martin Luther King, c'était des mauvais pères. Ouais. Et donc, je me suis dit, c'est pas la solution. Et il y a une culpabilisation, du coup, alors, chez vous, à ce moment-là. Et comme je n'aime pas ce mot, parce qu'on nous a tellement... tué avec ce mot, je pense peut-être pas seulement dans le catholicisme, mais ça nous a tellement tué ce mot culpabilité que moi je préfère parler de responsabilité. Et puis après aussi une sorte d'équilibre aussi. On a le droit de rire, on a le droit de chanter, on a le droit de créer. C'est pas qu'il faut devenir comme ça, qu'il faut se taper dessus et on va non parce que du coup mes enfants à un moment donné ils m'ont dit maman on te trouve plus drôle maintenant. Non, maintenant, plus pas, mais il y a et mon mari qui dit c'est super tes engagements et je suis féministe comme toi et tout ça, je veux dire parce qu'il me soutenait, mais il dit mais je te trouvais drôle avant et légère, mais légère dans un sens positif et donc il faut pas perdre ça. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas jamais faire la lecture aux gens. Oui, la leçon, mais ça c'est le plus difficile de pas perdre ça, la petite étincelle là, le petit sourire, c'est. Oui, je pense que de toute façon, dans la vie, il faut toujours garder l'enfant en soi, l'émerveillement. Mais un enfant, il est naturellement gentil. Ouais. Et donc, c'est pas parce que... Oui, se sentir engagé, se sentir responsable ne doit pas forcément aller avec le négativisme. Comme par exemple, les gens aussi m'ont dit « Comment tu peux avoir une photo où t'es sexy et jolie et que tu parles de violence sexuelle ?» Je dis quoi ? Pourquoi pas? C'est comme si c'était antagoniste, quoi. Comme si c'était l'un et pas l'autre. Oui, moi je parle d'équilibre. Non, on peut se sentir sexy jusqu'à la fin de sa vie et vouloir être jolie et briller un peu chacun. Mais tu vois, voilà, juste un peu. En fait, tout simplement être normal, être un peu. J'appelle ça humain. Eh ben, humain, ça vous va bien. Alors, vous revenez là, vous êtes ici, mais vous revenez d'un voyage au Rwanda, parce que vous êtes marraine de Handicap International depuis 2017, si je ne m'abuse. On va voir un extrait et après, vous allez un petit peu expliquer aussi le travail là-bas. Pendant ce voyage-là, Axel, on voit les images, vous apprenez quoi? Parce que vous continuez d'apprendre aussi. Vous arrivez, vous faites d'abord un premier constat, j'imagine. Comment ça s'est passé spécifiquement, ce voyage-là, d'il y a quelques semaines au Rwanda? Je passe par tous les stades en fait quand je fais ces voyages. Bien que j'ai déjà fait, comme je viens d'expliquer avant, à travers mes chansons, j'ai tellement écrit pour placer les choses. Donc j'ai déjà beaucoup compris. Parce que ça fait quand même 25 ans maintenant que je voyage en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Même si ça m'a fait souffrir, je me sens quand même privilégiée parce que je pense que le plus beau cadeau dans la vie, c'est de comprendre, c'est de savoir, de comprendre, c'est un petit peu de sagesse. Et en fait, donc je pense que si j'ai un mot quand même que je voudrais avoir comme résumé de ce voyage, c'est l'émerveillement. C'est l'émerveillement quand je me fixe, et c'est ce que je fais, que je suis en admiration pour autant les gens d'handicap, qui comme une sorte d'armée de fourmis, est en train de corriger ce que d'autres personnes en une phrase osent, ou soit avec une bombe, soit avec des mots, une décision, peuvent t'enlever. Détruire. Et ben néanmoins, malgré ça, parce que maintenant les gens me disent, ouais, mais tu sais, pendant que t'as vu à côté à la guerre, et le gouvernement Rwanda est inclus. Je dis, en fait, imagine
c'est justement pour ça que les organisations sont là, non gouvernementales ou l'ONU. C'est parce que c'est pas politique. C'est qu'ils se disent, les humains qui sont touchés, que ce soit les enfants, que ce soit les hommes, les femmes, ils peuvent pas être victimes quand même d'un comportement bête de leur groupe auquel ils appartiennent. Ouais. Comme dans le Gaza, je veux dire, c'est pas parce que tu es Hamas ou tu appartiens à l'autre groupe. L'État d'Israël, ouais. Quoi que décide leur chef, je veux dire, ils sont victimes et donc ils ont droit à l'aide. Et là, par exemple, ici, si on reprend cet exemple ici du Rwanda, vous visitez parce que vous êtes là pour apprendre des choses. Hein, ça vous nourrit aussi pour aider, parce qu'il faut mettre la lumière aussi sur le travail d'handicap international. C'est le plus important, parce qu'on ne dira jamais assez, mais il y a besoin de fonds aussi. Il y a besoin que les gens puissent aider. Ça ne va pas tomber du ciel, malheureusement, ce serait beau. Là, vous voyez ce qui manque cruellement. On voit c'est des enfants handicapés moteurs, ou handicapés en tout cas qui ont un retard mental. Vous visitez des centres de développement aussi. Vous voyez comment on entraîne les mamans à apprendre à leurs enfants à devenir, si pas autonomes, mais à avoir un développement un peu plus rapide. En tout cas, qu'est-ce que vous constatez tout ça sur une semaine? Vous revenez de là. Il y a un moment, comme on pourrait dire, de décompression. L'expression est mal choisie. C'est dur. Rien que ce que je viens d'expliquer, en fait, on ne s'imagine pas. Même l'expliquer, c'est impossible. Non, mais d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que c'est quoi être handicapé? Handicapé, c'est ce que nous considérons comme un handicap. C'est que la personne, en fait, sans notre aide, ne peut pas fonctionner comme les autres dans une société. Mais c'est simple. Mais par exemple, je dis toujours, si ici en Belgique, on considérait que avoir un manque d'empathie est un handicap, on serait tous handicapés. Hein. On serait tous handicapés, exactement. Et pire que ça, parce que quand on n'a pas d'empathie, en fait, on fait du mal aux autres. Ces enfants-là, ils font pas mal aux autres, premièrement. Ce n'est que eux qui en souffrent. C'est leur maman. Et je dis maman parce que d'habitude, peut-être il y a des exceptions, mais je veux dire, l'homme, il fuit parce que c'est vu comme une malédiction, comme c'était ici il y a plusieurs années. Et donc, d'avoir un enfant, on va dire, entre guillemets, et donc la famille du mari, pareil, ils sont juste pas présents. Mais je dis que si on aide ces enfants avec soit il y a la blue box, comme ils appellent ça, ils apprennent à la maman même que si pendant 2 heures elle fait elle-même, en fait, comme une sorte de jeu avec les enfants, elle peut les aider à les faire développer, et c'est crucial ces premières années dans la petite enfance, ou offrir une chaise roulante, ou voilà, il y a plein de moyens dans lesquels ils interviennent, Handicap International. Mais en fait, je dis que ces enfants, non seulement ils ne sont plus handicapés, ils sont encore handicapés, mais je veux dire, ils fonctionnent. Donc voilà, handicap quelque part disparu. C'est un peu comme quand t'as pas de lunettes. Chez nous, c'est vu comme tu te dis, mais mon droit aux lunettes. C'est ça. Ouais. Mais il y a 100 ans, il y a 50 ans, je veux dire, il y avait des gens qui avaient une vie horrible parce qu'ils n'avaient pas de lunettes. Donc je veux dire, c'est relatif à un handicap. Oui. Et après, moi, je pars de l'idée que tout le monde a un rôle aussi à jouer dans la société. Et je dis toujours à ces mamans, je dis, votre enfant, moi je le vois pas comme quelqu'un pour qui j'ai juste compassion ou pitié, parce que ils ont un rôle à jouer. Tu le vois dans le petit groupe des enfants. D'abord, les enfants, naturellement, ils vont l'inclure. Donc, Humanity and Inclusion, les enfants nous donnent toujours des grandes leçons de ça. Ils vont l'inclure, ils vont jouer au foot, ils vont mettre le petit à côté pour qu'il regarde. Et puis, donc, en fait, ce petit, son rôle est de inspirer aux autres soit de la compassion, l'empathie, ou soit de inspirer son courage. Donc, ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de se dire simplement on va les aider. Non, on va juste lui donner l'outil, comme les lunettes, c'est ça, pour qu'il fonctionne. Et vous avez dit un mot qui était important, c'est l'inclusion. Et ce mot-là, on peut le mettre ici aussi. L'inclusion, ça, alors là, qu'on soit en Afrique ou qu'on soit ici, ça reste le plus difficile aujourd'hui. Absolument. Et c'est ce dont ils ont besoin de plus. Et
il faut pas aller chercher loin. Moi, je me souviens, mon papa qui était une personne très, très, très célèbre dans sa ville, parce qu'il était président du foot, il était avocat, il était dans la politique communale, et donc il était très aimé dans sa ville. Et vers la fin de sa vie, il savait très, très difficilement marcher. Et j'ai dit, papa, on va chaque année à la foire. Allez, comme ça, on peut quand même encore y aller plus facilement. Mets-toi dans la chaise roulante. Alors il dit, il n'avait pas envie, et puis il a quand même fait. Mais après 5 minutes, quand il a vu que les gens parlaient au-dessus de sa tête et me demandaient à moi comment allait mon père, qui pouvait très facilement parler à tout le monde comme avant, il a dit, je veux m'en aller. Parce que se sent diminué, complètement. Mais oui, je veux dire... Invisible. Il se sentait invisible. Et je veux dire, je pense qu'on doit apprendre aux enfants, et peut-être avec des affiches dans les rues, dire aux gens, attendez, mais tout ce que ces gens veulent, c'est être traités comme nous, quoi. On va jamais penser à quelqu'un qui a boulié ses lunettes. Oh, le pauvre, t'es handicapé. C'est vrai. C'est juste une mentalité, tu vois. C'est vrai. Y penser, tout simplement, en fait. Est-ce que vous me disiez tout à l'heure qu'il fallait garder le sourire, retrouver le sourire. Mais quand même, au fil des voyages humanitaires, vous savez combien de voyages humanitaires vous avez fait dans votre vie ? Vous savez combien vous en avez fait ? Beaucoup. Je dirais que c'est au moins un par an. Ouais, donc ça fait... Et donc ça fait 25 ans. Ça fait au moins 25 ans. D'ailleurs, en fait, les gens qui connaissent toutes mes chansons, la moitié de mes chansons sont des chansons engagées. Bien sûr. Engagées dans... Il y a des façons d'aborder les thèmes. Hein. Je veux dire, parfois, elles sont très fâchées. Parfois, c'est vraiment... Je me mets dans la peau de la victime. Parfois, dans la peau du bourreau. Donc voilà, mais c'est dedans. Et parfois, c'est même d'une façon très positive où je me mets dedans. Mais je veux dire, quand je vois mon carnet de visages... de personnes que j'ai rencontrées, qui sont mes héros, et qui sont en fait un sort de mélange entre moi, qui nous inspire la compassion, mais je me dis, mais non, si on les aide un tout petit peu, en fait, ces gens, ils servent de héroïnes. C'est ça. Parce que avec l'expérience qu'ils ont eue, et ils se redressent, mais c'est inspirant pour nous. Mais est-ce que, c'est ça, je vous demandais les 25 voyages, je veux dire peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, peu importe, mais quand on garde le sourire, mais est-ce que, en fin de compte, aujourd'hui on se parle, est-ce que vous sentez que vous êtes un petit peu plus fissurée à chaque fois, ou au contraire que vous êtes de plus en plus forte au final ? Mon médecin, pendant le Covid, j'étais très très mal, et il m'a dit, en fait, vous avez le syndrome traumatique. Oui, et je me dis, mais j'ai jamais vécu un grand traumatisme, comme quelqu'un qui vit une guerre. Il dit non, mais en fait, je suis très fragile. Je suis pas fragile. Vous êtes une éponge. Je suis même très courageuse. Mais je veux dire, je suis sensible. Ouais, oui. Et aux autres. Et donc, c'est la somme de... ça a des traces. Même si j'ai écrit et placé. Mais je veux dire, ce qui est le plus cruel, c'est que avec mon raisonnement, je sais que ce que je suis en train de faire là, de parler de ces gens, c'est une façon d'aider. Et tu peux dire que négativement, parce que tout est de la perception, c'est une goutte dans la mer, ou tu peux dire non, c'est ma petite pierre que je rajoute. Et si tout le monde met sa pierre, on va y arriver. On forme une armée contre le mal. Mais en fait, je pense que, et c'est pour ça que je me disais, peut-être il vaudrait mieux que j'aille sur place et rester... et vraiment soutenir un projet. Parce que là, tu sais, les personnes que je vois, je peux les aider en personne. Par exemple, une personne qui ne me quitte pas, on voit des images d'une fille qui s'appelle Jeannette. Et c'est une fille qui est ambassadrice locale du Rwanda. Parce qu'elle est brillante, elle est magnifique, elle parle le langage des signes. Et je voyais que vous faisiez aussi un peu le langage des signes. Parce que je dis, je veux communiquer avec toi et pas avec l'interprète. Donc j'ai essayé, ça prend pas en 5 minutes, bien sûr. Mais j'ai quand même pris le temps. J'ai dit, même si ça prend longtemps, je veux communiquer avec toi. Et pareil avec un petit garçon, où je me dis, c'est bien qu'ils apprennent le langage des signes, et c'est bien que les parents ont l'occasion, parce qu'il y avait une bibliothèque installée spécialement pour donner cette occasion aux parents et aux enfants d'apprendre ce langage. Mais je me dis que tant que tout le monde ne parle pas cette langue, ils restent handicapés. Et donc pour cette fille, par exemple, qui a l'âge de mes enfants, un peu plus âgée, elle a 28 ans, concrètement, elle voudrait faire de l'université, et tout simplement trouver un job pour payer elle-même ses études. Et c'est pas évident parce qu'évidemment elle parle ce langage des signes, et elle me quitte
je suis en plus en contact avec elle. Et donc, je veux dire, lui dire, on est en train d'aider tout votre pays, bien, mais c'est sa vie. Comme nous, c'est notre vie. Oui. Tu vois, on n'est pas oui, c'est la somme de. Mais ici, dans notre pays individualiste, tout le monde dit mais moi. Et quand on parle de l'Afrique, tout à coup, on va dire vous. C'est vrai, vous tous les vous autres. Mais est-ce que quand vous dites aider les animaux plus, qui n'ont pas un esprit individualiste. C'est vrai. C'est vrai. Quand vous dites aider, enfin rester sur place, faire plus, être sur place, parce qu'à un moment donné, quand vous étiez toute jeune, vous auriez même pensé travailler complètement dans l'humanitaire si ça n'avait pas fonctionné. Aujourd'hui, ça reste vraiment, je vais dire prégnant, peut-être pas prégnant, mais ça reste chez vous cette idée de se dire, je pourrais faire ça complètement, totalement. Oui, en fait, la vie est encore longue. Hein. La vie est encore longue. On essaie de vous faire croire le contraire, que notre vie est terminée à 30 ans. Elle est encore très très longue là. Hein. En fait, elle est terminée quand on est. Oui, surtout les femmes. Non, oui, pourquoi pas. Je veux dire, franchement, être sur place, c'est quand même un plaisir. Franchement, c'est juste incroyable ce que tu rencontres comme belle personne. Franchement, en fait, je le souhaite à tout le monde de pouvoir faire. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait instaurer ça un petit peu comme comme un service militaire, d'offrir une fois par vie un voyage Et puis, en plus, les Africains particulièrement, je les ai vraiment dans mon cœur parce que c'est des gens qui sont, je sais pas d'où ça vient. J'essaye de trouver, est-ce que ça a à voir avec, je sais pas, avec leur santé ou avec, mais ils sont plus positifs. Mais est-ce que peut-être c'est aussi le fait parce qu'ils ont moins et du coup nous on est tous malheureux parce qu'on veut et eux ils veulent moins. C'est ça, mais c'est ça et le côté positif qu'ils ont et il peut se mettre en parallèle avec l'optimisme que vous avez gardé en fait parce que vous dites non, moi je préfère voir que c'est pas juste une bouteille à la mer en fait, que c'est pas juste une goutte d'eau mais c'est plutôt une pierre à l'édifice qu'on peut construire. Il y a un petit temps vous chantiez Le monde tourne mal. Aujourd'hui, même par rapport encore il y a un an, quand on s'est parlé de ça, le monde est encore pire. Cet optimisme-là... J'ai longtemps prétendu le contraire. Oui. Et je vais quand même encore prétendre que le contraire. Je pense que le monde n'est pas pire. Je pense que on est au comble de l'anxiété. On est au comble de l'anxiété. On est en fait tous en train de nager pour atteindre le bateau, là, le navire de Noé, parce qu'on est en train de couler. Et donc on a peur. Mais c'est vraiment ma théorie. J'ai lu ça un jour quelque part et c'était pas un truc scientifique, mais je m'accroche à ça. Je veux y croire qu'en fait, depuis la nuit des temps, partout dans le monde, il existe 1% de psychopathes. Mais il existe pour ça 5 à 6% de héros. Et tout le reste, ce sont les gens qui sont ignorants et qui sont donc, à cause de ça, lâches. Et comme le psychopathe, y en a, les moins malins se trouvent en tôle, les plus malins, ils couvrent tous les postes importants dans une société. C'est bien, c'est vrai. Et ils ont compris que pour ne pas convaincre ces gens qui sont peureux à devenir plus héroïques et courageux, ils infligent la peur. Et ils vont leur dire « Ah, mais tu sais, attention, viens vers nous, parce que nous, on va vous sauver. » Et donc, je me dis, il suffit de renverser ça et d'avoir quelques gens qui vont inspirer les gens à ne plus avoir peur. J'aime bien votre théorie. Et on va passer à l'extrait d'une chanson, parce que je voudrais qu'on rebondisse sur quelque chose. De la reconnaître, c'est à vous, la chanson. Elle pense que l'orage va se dissiper. La chanson, c'est Présidente. Ah oui, c'est ma chanson de cœur. Chanson Présidente, j'ai choisi parce qu'elle illustre quelque chose de force. C'est la force que vous avez croisée évidemment en Afrique au fil des voyages. La force des femmes qui avancent. En fait, elle avance, la tête levée. Elle tient debout, peu importe. Il y a la guerre, il y a ce qu'il faut, elle tient debout. Et puis ce qu'il y a en Afrique, c'est une sororité qui n'existe pas vraiment ici. On essaye. On essaye. Mais on a du mal.
Pourquoi on a du mal? Comme dans le film de pourquoi ça Barbie, fonctionne en là-bas? fait, parce Oui. qu'on a fait en fait, il faudrait qu'on qu'on n'autorise pas les hommes à prendre leur place. Ouais. Moi, je me fais toujours... En fait, j'apprends beaucoup. J'habite dans une ferme et j'apprends beaucoup avec mes animaux, je les observe. Et on a un chat, pour l'instant, que j'adore. Il s'appelle Puma. Il est dans l'andropause. Et un peu comme... Oui, mais on parle jamais de l'andropause. C'est vrai. Et il y a des hommes qui sont dans l'andropause et qui vivent ça très, très bien et qui deviennent avec beaucoup de sagesse, tu vois. Mais il y en a qui sont très, très peureux. Et le Puma, il devient de plus en plus agressif. Il donne des baffes toute la journée aux chiens, à ses autres chats. Tout est une menace. Voilà, Ouais. tout est une menace. Pourquoi je dis ça? Parce que... On parlait de la sororité. Oui, de la pourquoi sororité. ici- Voilà, c'est à nous filles, à nous femmes, de se dire, voilà, on va être plus maligne et on va comprendre qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'une fille a une place et que l'autre ne va pas trouver un homme dans C'est sa ça. vie. C'est un peu, en fait, on veut tous moi je dis toujours, tant qu'on veut se procréer et qu'on pense qu'il n'y en a pas assez d'hommes. Mais il y a trop de compétition. En gros, ce que vous Ouais, dites, c'est qu'il y a trop de compétition. pas mal, mais je dis, c'est pas qu'on veut, c'est de nouveau, en fait, on manque de courage. On manque de courage, on est angoissé et il faut continuer à dire, mais non, il y a de la place pour tout le monde. Et surtout aussi dire, arrêtons quand tu as une bonne place privilégiée, peut-être enlever un peu, enlever l'anxiété et de dire, tiens, je vais laisser un peu aux autres, un peu de place aux autres et pas prendre tout. Mais je m'inclus, parce que je fais pas les choses mieux. J'essaye, au moins, c'est déjà ça. Mais au moins, vous avez le courage de là-bas, vous par exemple, exprimer. concrètement, au Rwanda, excuse-moi, mais Oui. j'ai vu concrètement, c'était trop beau, les femmes qui se regroupaient. Et elles mettaient leurs petits moyens, parce qu'il n'y a personne qui est riche dans ces villages, et elles mettaient leurs petits moyens ensemble. Et c'était vraiment, la somme, elle allait à celle qui allait le moins bien. Et puis handicap, ce qui c'était beau aussi, ils disaient, écoute, comme on voit ce beau projet, nous, on rajoute de l'argent. C'est beau, ça. Mais c'est très beau et ça me fait dire qu'on a peut-être beaucoup plus à apprendre de l'Afrique que l'Afrique n'a à apprendre de nous. Ouais. Nous qui croyons devoir Ouais. imposer notre modèle Ouais. à l'Afrique. Ouais. Et finalement, une Afrique qu'on a quand même dépouillée. Donc c'est comme ça. Mais c'est ça, en fait, Ouais. ce qu'on retient. C'est qu'on Mais ça- devrait apprendre. Ouais. Mais je pense que, à vrai dire, même ici, on peut dire de la même chose. Je veux dire, quand on dit je vais apprendre à mon enfant, en fait, je pense que quasiment tous les parents, sauf si c'est des gens qui ont un ego démesuré, la conclusion, c'est toujours, et il faut même être pas parent, mais quand tu as une nièce que tu connais bien, ou en fait, dès que tu es en contact avec des enfants, tu as vite compris que c'est un échange. Ils t'apprennent autant que toi, tu peux leur apprendre. Et c'est un peu, ici aussi, il faut pas aller en Afrique, on vit quand même avec plein de cultures l'un à côté de l'autre, et je suis d'accord qu'il faut s'adapter un peu au pays dans lequel on est accueilli, mais d'un autre côté, ça reste quand même un échange. Bien sûr, il ne faut pas faire disparaître sa culture profonde pour rentrer dans le moule, en fait. C'est ça l'histoire. Dans la chanson précédente aussi, je dis ce que je dis dans la chanson, elle a ses racines en elle. Donc, je veux dire, je trouve qu'il n'y a rien de mal de vouloir, à un moment donné, quand tu t'es redressé, de se dire, tiens, d'où est-ce que je viens? Et j'ai envie de redresser mon peuple, le groupe auquel j'appartiens. Ça ne doit pas être forcément négatif. Bien sûr. Est-ce que vous disiez tout à l'heure que tout ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu pendant ces voyages-là, vous l'avez retranscrit de manière différente dans vos chansons. La moitié de votre répertoire parle de ça d'une façon ou d'une autre, des plus démunis ou des femmes fortes ou des atrocités, mais toujours de façon différente. Ça peut être sensuel. Oui, aussi. Mais est-ce qu'à un moment donné, il y avait cet album-là, Sisters and Empathy, qui était fort imprégné de ça. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, ou à plusieurs moments dans votre carrière, vous avez dit, mais j'ai l'impression qu'on ne comprend pas ce que je dis, qu'on ne comprend pas ce que je dis en chanson, qu'on ne comprend pas la profondeur de mes chansons? Je pense que comment dire, j'essaye de ne pas trop réfléchir à ça. Je me dis que oui, je suis contente en fait quand les gens écoutent la chanson et puis chacun en fait reçoit une chanson avec ses capacités de sentiment. Oui. Et j'ai déjà compris en fait que dans la vie on est capable de comprendre l'autre
selon ce qu'on ressent soi-même, sauf ceux qui ont fait un grand travail sur eux. Mais je prends un exemple parce que là, ça paraît du chinois ce que je dis. Mais par exemple, je dis, le mari, méga jaloux. En fait, souvent, il est jaloux parce qu'il sait lui-même comment il regarde les femmes. Exactement. On voit chez l'autre ses propres défauts. Et donc, il y a des gens, par exemple, ils peuvent pas comprendre que tu peux faire quelque chose avec un cœur noble. Parce que... Mais voilà. c'est aussi le métier. Non, mais c'est aussi le métier. Qui est un métier qui fait rêver, le métier de chanteuse. En plus, vous êtes auteur-compositeur, donc voilà, mais il fait rêver ce métier-là. C'est-à-dire que ça doit être, je vais pas dire, ça doit pas être forcément, c'est pas superficiel, mais on aime bien que l'enveloppe soit jolie et parfois on veut pas trop que les artistes aillent gratter là où ça fait mal aussi. Non, mais en fait, on veut rien. Et donc, je suis toujours, quand je suis à l'aéroport, par exemple, et j'ai mauvaise mine le matin à 5h du mat, si je mets mes lunettes, on va dire que je suis arrogante. Si je mets pas mes lunettes, on va dire que je suis moche. Ça va je suis jamais. Pas une star. Si je suis en Afrique et que on me présente comme une star qui visite le terrain, si je me fais trop belle, la star, je me dis mais ça va quand même. Je veux dire c'est bizarre. Je veux dire les gens vont être mal. Oui. Mais si j'arrive là complètement comme si je suis un clochard, ça fait pas rêver les gens. Donc c'est jamais bien en fait. Ouais, j'aime bien la conclusion. J'aime beaucoup la conclusion. Et donc, je me suis dit. Je fais ce que je ressens. Voilà. C'est bien. On va écouter un autre extrait. Axel. C'est ma life, c'est ma vie. C'est moi qui l'ai choisi. C'est ma life, c'est ma vie. C'est l'érable invincible. Rien n'est impossible. Vous dites que rien n'est impossible. Vous aviez dit, et vous pensez que rien n'est impossible. Je vous reposerai toujours la question. Est-ce que vous pensez toujours que rien n'est impossible? J'ai une sous-question après. Oui. Tant qu'il y a l'espoir, en fait, il y a la vie, sinon autant... En fait, j'ai vu trop de gens qui avaient plus rien, en fait. Mm-hmm. Si tu les regardes, tu te dis, et ils y croient, et ils y vont, et encore plus beau, ils y vont pour les autres. Et franchement, il y a rien qui me fait autant fondre, c'est de voir quelqu'un qui parallèlement à s'auto-sauver, il sauve les autres. Il n'y a rien qui m'émue plus que ça. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé quand même devant des obstacles où vous êtes dit c'est infranchissable? Et vous êtes surprise tous les matins, à trouver... je me dis... Dans la glace, c'est ça que vous voulez dire? Non. Tous les matins, je me dis ça va pas aller du tout là. Mais vous avez remarqué, c'est une autre phrase que j'ai écrite, tout est une question de perception en fait. Rien n'est rose, rien n'est noir. Donc en fait, je me regarde dans le miroir et ça va pas aller du tout. Et puis je me dis mais si je ferme les yeux et je m'imagine que tout va aller bien, tout va aller bien. Voilà. Votre force dans la vie, c'est quoi? Je pense que c'est ça. En fait, j'ai appris à comprendre qu'il ne faut pas accepter les pensées qui nous arrivent. Et tout est pensé. Très très peu de choses sont des faits. Ouais. Par exemple... De nouveau, perception des choses. Oui, mais par exemple, parce que c'est l'humour qui nous sauve, mais quand tu vois le film de Monty Python, je pense que c'est mon film de tous les temps préféré, Life of Brian. Mm-hmm. Et donc le Jésus, celui qui joue Jésus, il est là, sur la croix, et l'équipe de kamikazes là, au lieu de le sauver, ils se sont auto-tués et ils commencent à chanter Always look on the bright side of life. Ouais. Tout est perception. C'est vrai. Et on était parti. Mais bon, on n'est pas négatif là. Il y a personne qui va mourir. Non, pas du tout. Et on parlait de c'est ma life, c'est ma vie. Et puis ce que j'aime bien aussi comme phrase que je trouve important, et parce qu'en fait cette phrase, cette chanson, c'est un peu mon sort de my way de dire tiens, est-ce que j'ai compris la vie et tout ça. C'était parce qu'on dit toujours la phrase c'est on ne peut pas tout avoir. Mais moi, j'aime pas la dépendance. On ne peut pas tout avoir, ça reste quand même... Ah bon, c'est comme ça. Pis, non, je ne veux pas tout avoir. Et peut-être si tout le monde se disait « je ne veux pas tout avoir », il y aurait de la place pour tout le monde. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire tout avoir, encore une fois? Exact. Parce que comme la bonne fée dans les contes de fées, tu demandes le vœu de trop et tu perds ailleurs. Exactement. Ou pire, quelqu'un de ta famille perd. C'est vrai. C'est les contes de fées, en fait. J'adore les contes de fées. C'est vrai, je veux dire, les contes de fées, la mythologie, je suis fan de ça. Mais vous y croyez, vous y avez cru longtemps aux contes de fées? Toujours. Oui. Parce que, en fait, bon, parfois, ça dépend, il y a eu des contes de fées qui, toujours, en fait, ils sont un peu, parfois,
dans une société qui est un peu anti-femme, les contes de fées vont être anti-femmes. Il y a eu des contes de fées où c'est horrible pour les parfois la morale elle est horrible pour les filles. Mais je veux dire, moi déjà quand les enfants étaient petites, je changeais les contes de fées. Déjà. Et c'était toujours le prince qui était en attente et la fille qui devait aller le sauver. Je faisais c'était pas encore dans la mode. Avant que Disney et autres ne le fassent aujourd'hui, parce qu'on prend la Reine des Neiges, c'est comme les filles qui tiennent le truc. Je le faisais. Ah, c'est drôle. Quoi, le féminisme, c'est le féminisme bien avant qu'on en parle aujourd'hui. Ça me fait penser à ma meilleure copine. Elle avait son fils qui tout petit, il arrive à la maison, elle me dit « Mais maman, mais tu m'as dit que je dois être gentille avec les filles. Mais les filles, c'est méchant. » C'est vrai qu'on n'est pas toujours non plus gentils. Hein. Et puis mes filles, en fait, entre elles, c'était la toute petite qui dit à sa sœur, une des premières phrases, elle dit « Mais toi, t'as pas d'empathie. » Donc, à un moment donné, je dis « Il faut que j'arrête là, parce que... » Et on parlait, je prenais C'est ma life, c'est ma vie. Je disais c'était une des dernières chansons que vous avez composées, qui était sur le best-of des 30 ans. Parce que ça fait 7 ans que vous avez plus fait d'albums avec des chansons inédites. Ouais. Là, vous êtes en train d'en faire quand même. On est en mix, au stade des mix. Ok, donc ça va sortir dans pas trop longtemps. Pourquoi 7 ans, c'est long? J'ai trouvé une réponse ce matin. Ah bah oui, voilà. Ah, ce matin, vous l'avez trouvé juste J'ai trouvé la réponse. Cool. C'est que comment dire, au contraire de ce qu'on voit aujourd'hui et qui est une des raisons pourquoi tout le monde est stressé et anxieux, c'est que tout le monde veut des likes. Ouais. Eh bien, moi j'ai compris, comme j'ai un peu d'expérience dans la vie, que pour les likes, le prix à payer est très grand. Il y a le stress, il y a le fait que dès que les likes diminuent, il y a les addictions à l'alcool, à la drogue ou au succès tout simplement. Et donc, pendant 7 ans, je me suis dit, tout va bien, j'ai pas besoin, j'ai plus d'ego à vendre, donc en fait, restons chez moi ou aidons le monde. Mais je veux dire, je vais pas me jeter dans l'arène, parce que moi j'appelle ça les likes, tu te jettes dans l'arène en fait. Ou derrière ton écran, où tu dois un peu exagérer ta biographie, tu dois un peu trafiquer tes photos, parce que sinon, l'autre à côté, il paraît plus beau, plus intelligent, plus talentueux. Et donc le prix à payer est cher. Et donc je me suis dit, franchement non, le prix n'est plus, non, je veux plus le faire. Mais j'aime trop créer. J'aime trop créer seule, mais aussi l'échange que ça donne avec les musiciens. D'ailleurs, ma fille aînée, Janelle, elle a coécrit sur l'album. Et donc, tu t'imagines le plaisir, parce qu'on a des mêmes idées sur les choses. Donc, je veux dire, c'est du pur plaisir. En plus, je partage ça avec mon mari depuis 35 ans, depuis le début. Je veux dire, c'est tout quelque chose qu'on a fait à deux. On partait en tournée à deux, des moments en studio, que ce soit Memphis, Woodstock. Donc, je veux dire... Bon, je veux dire, et j'ai pas trop pensé au prix à payer là de Gladiateur qui va se faire sans armes là, couper la tête. Et le public qui fait oui ou non, tu vois le doigt en haut et le doigt en bas. Je me dis, pensant pas à ça, et je me suis lancée à m'amuser comme un enfant à faire cet album. Et j'en suis là. Et puis j'aime bien être sur scène, c'est l'autre côté. Et ça c'est vraiment la réalité, ce que je ne vais dire, ce que je dis aux jeunes aussi, c'est qu'il faut être un peu aveugle, parce que sinon tu te lances dans rien dans la vie. Mais c'est différent quand t'as pas encore connu la réalisation de ton rêve. Bien sûr. Moi, je l'ai déjà connu. Donc, bon, maintenant je me dis, je vais quand même me lancer, parce que voilà, je veux dire, je me suis amusée à le faire. J'aime trop être sur scène, donc je vais jouer le gladiateur, quoi. Mais est-ce qu'en même temps, ce que vous me dites, c'est votre carrière aussi, vous l'avez construite, on disait, vous l'avez construite, mais en étant jamais, j'allais dire, dans un moule ou dans une attente. C'est-à-dire que, reprenons les années 90, mais dans les années 90, moitié des années 90, on a des chanteuses à voix de dingue et tout le monde essaye de faire ça. Aujourd'hui, tout le monde chante un peu comme Angèle. Il y a toujours eu des catégories. Vous avez toujours fait votre petit bonhomme de chemin en étant Axel Red. C'est-à-dire que il n'y avait jamais on suit une mode ou si vous faisiez toujours selon vos envies, et finalement que vous fassiez un album aujourd'hui 7 ans après, c'est pareil quoi. C'est parce que maintenant vous avez envie de le faire. Est-ce que vous avez l'impression de jamais avoir répondu à une attente? Je veux dire, il n'y a pas de règle de réussite. Et donc je me dis, ne pas réussir et se dire ah zut, c'est parce que j'ai écouté les autres que j'ai pas réussi. L'idée est juste impossible et invivable. Et donc je me suis dit, je vais
je vais juste aller faire ce que j'ai envie de faire et que ça me ressemble. Et d'ailleurs, plus que ça, en fait, je trouve que, en tout cas, moi, je me dis, si je n'ai pas de valeur ajoutée à ce que j'appelle la culture, même si elle est légère, je veux dire, j'ai rien contre la pop musique et tout ça, mais si t'as pas rien à rajouter, à quoi ça sert? En fait, alors c'est du pur entertainment. Moi, je dis ça toujours aux mes filles qui se sont mis à faire de la musique, et je dis, la plus petite, c'est le bon exemple. Quand elle était petite, elle se mettait devant nous, la famille, et elle commençait à faire n'importe quoi pour qu'on la regarde, mais du tap dance, mais bien qu'elle n'était pas encore capable de faire parce qu'elle était trop petite. Je dis, c'est super, et on l'applaudissait. Je dis, mais dis-toi une chose quand même, pour qu'on continue à t'applaudir, je veux dire, il faut que tu nous montres quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Parce que si tu fais quelque chose que nous tous on est capable de faire, à quoi ça sert d'être... T'es juste comme un clown alors. Je veux dire, et vrai. Encore, il y a des clowns qui sont peut-être créatifs et qui inventent un numéro. Tu vois, c'est une valeur ajoutée. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours envie de dire aux jeunes. Ayons au moins cette ambition de vouloir apporter quelque chose de nouveau. Ouais. Mais bon, ça reste personnel, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'obligation. Mais moi, en tout cas, c'est mon challenge. Et maintenant aussi, je me dis, je crois que je suis prête et plus de ça, j'ai attendu aussi 7 ans parce que je voulais être prête à pouvoir positiviser toutes mes pensées. Parce que je trouve que quand on a une certaine expérience de vie, avec tout ce que j'ai eu comme expérience, que ce soit mes voyages là-bas, en tant qu'humain et artiste, je trouve que je le dois à moi-même et aux gens d'inspirer et faire le et positif. De dire que ça peut être, et que demain peut toujours être plus beau que peu importe le temps qui passe, et peu importe l'âge. J'ai vraiment, je voulais juste, j'ai écrit des albums fâchés et c'était important pour moi et c'était important aussi aux gens, mais là j'ai réussi à mettre mes mots, à positiviser, parce qu'il y a beaucoup, en fait j'ai trouvé un truc, c'est qu'il y a des couches. Donc en fait si tu écoutes et tu cherches, tu peux trouver toutes les valeurs, comme une sorte de manuel, si tu veux. Ouais. Mais les chansons sont... Ma maman m'a dit, à vrai dire, la plus belle chose. Et donc, pour moi, c'est déjà un succès, l'album. Elle m'a dit, cet album me donne envie de vivre. Voilà. Voilà. Vous parlez de l'album qui va bientôt sortir. Puis il y a autre chose qui arrive aussi, parce que vous êtes maintenant, on voit, coach à The Voice Belgique francophone. Parce qu'elle était déjà fait en Flandre, mais il y a 10 ans de ça, en Flandre, c'est ça? Oui, il y a 10 ans. C'est un petit bout de temps. Est-ce que cette émission-là, pourquoi vous y revenez de ce côté-ci, j'allais dire de la frontière linguistique, pas appelant ça comme ça, pourquoi vous y revenez maintenant? Pourquoi il y a une envie d'y revenir, en fait? À vrai dire, ils me l'ont déjà demandé avant. On imagine, oui. Je ne peux pas dire ça pour dire que les coachs, les merveilleux coachs qu'il y a eu jusqu'à présent étaient second choix. C'est loin de ce que je veux dire. Mais voilà, en fait, j'avais une expérience positive et moins positive en Flandre, dans le sens où, voilà, j'étais un peu surpris dans le sens où j'avais l'impression que j'avais pas compris, en fait, le but de l'émission, ni le jeu. Ok. parce que je me disais, je vais un peu, comment dire, transmettre mon expérience. Comme quelqu'un qui fait du bois, un menuisier, à un moment donné, il prend un apprenti pour tu vois, tu passes tes expériences. Mais dès que c'est les battles, en fait, après quelques émissions, tu perds la moitié de ton équipe. Et puis, ton voisin, là, qui ne s'est pas tourné pour ton candidat, comme maintenant, il voit que tout ce que toi, tu lui as apporté déjà en quelques semaines comme progrès, tout à coup, il se dit, tiens, il est pas mal celui-là, je vais le prendre. Et toi, tu dis, mais moi, j'ai pas voulu le lâcher, c'était comme mes gosses, en fait, comme mes enfants. Ça. Je dis, non, j'ai envie C'est cruel, en fait. C'était méga cruel. Je dis, j'ai envie de l'accompagner jusqu'au bout. Et puis après... J'ai vu ces candidats qui étaient mal, qui étaient perdus. J'en ai d'ailleurs rencontré qui ont même gagné carrément The Voice et qui sont dans une dépression parce qu'on leur a promis plein de choses et après ils sont pris au piège. Ils sont pas préparés. Et je dis pas que ça manque de talent, c'est pas ça. C'est que personne leur dit suffisamment que il faut vraiment avoir les fondements en dessous et être préparé à la chute. Et aujourd'hui, vous pensez que ça a changé, qu'ils sont un peu plus au courant parce que on a une
dizaine d'années d'expérience, mais une dizaine d'années d'édition. Il voit bien que certains ont fonctionné, que certains ont complètement disparu. Oui, mais je veux dire, je comprends aussi, et c'est vrai, il faut aussi, en tant que jeune, tu te dis, mais j'y vais là, hop là, je me lance, et tu es prête à payer le prix. Mais non, ça reste un jeu cruel, si je franchement, je trouve que ça reste un jeu cruel, mais voilà, je me dis que je vais faire ça au mieux, je vais leur donner des conseils au maximum et leur dire surtout, écoute, même si vous perdez, voyez, d'ailleurs c'est une phrase qui se trouve aussi dans la chanson C'est ma life, c'est ma vie, mes défaites sont mes victoires. Ah ouais. Et donc en fait c'est la façon dont tu te lèves, et tu le vois, il y a des gens qui tombent et ils apprennent jamais parce qu'ils se disent c'est la faute de l'autre que je suis tombée, et puis il y en a qui se disent ah non, je vais un peu secouer ma tête, quand même voir ma part là-dedans, parce que je me suis quand même voilà, c'était la même pierre, mais elle avait une autre couleur et j'ai pas vu, et je me suis cognée une deuxième fois. Et tu le vois d'ailleurs, il y a des candidats qui reviennent quelques années plus tard. Et qui deviennent après, qui grimpent super vite et qui sont l'effet waouh. Mais il y a quand même voilà. Et auprès du public, c'est vrai que il y a quand même quelque chose, mais c'est juste comme ça, et je ne suis pas là pour éduquer les gens, mais c'est juste que je serais très heureuse que les gens comprennent quand même si on est excité à voir le petit jeune parce qu'on veut tous voir les jeunes dans cette société difficile, voir qu'ils aient une chance quand même aussi compliquée qu'elle soit, qu'on continue à pouvoir rêver, à pouvoir réaliser ses rêves. Et ça, je comprends, les gens aiment bien voir ça, c'est pour ça qu'on regarde, parce qu'on se dit, ah, il y a de l'espoir. Mais c'est quand même aussi beau de pouvoir comprendre dans la vie, parce qu'on a tous, à un moment donné, on devient plus âgé, et on devient tous dans une situation où on se dit, oh là là, je suis en train de tomber du 10e étage, et jusqu'ici tout va bien, mais là ça va plus bien. J'ai quelqu'un comme dans votre rôle qui me disait l'autre jour, et vous vous sentez comment, comme ça, en tant que femme qui prenait de l'âge, de savoir que vos chansons vont plus être passées à la radio? Je dis, un peu comme vous, j'imagine qu'ils allaient bientôt plus pouvoir bosser. Donc je veux dire, si on peut un peu plus dans notre société quand même accorder de la valeur à comment on grandit dans la vie, à comment on construit quelque chose, et de miser sur une longue durée. Est-ce que est-ce que c'est déjà pas la question en elle-même qui est gênante, c'est de dire vous prenez de l'âge, première chose, et deuxième chose, après vos chansons, on a assez ici pour se dire que c'est assez intemporel. Quand on vous voit en concert, il n'y a pas que des gens de 50 ans à vos concerts, Axel. Mais juste la question de l'âge, elle se pose encore aujourd'hui, ou plus que jamais ou elle devrait pas se poser? Mais je peux le voir, de nouveau, c'est de la perception. Je veux dire, je peux le voir comme quelque chose de méga positif et être plein de gratitude. J'ai une maman qui était chez le coiffeur, elle dit, il y avait la playlist de ma fille qui fait sa première boum, elle a 12 ans, et il y a des sensualités dedans. Et là, je vais monter sur scène avec Joker mardi parce qu'il m'a invité. Il y a Julien Doré qui a repris Juliette Armanet, il y a Carla Luciani. C'est des artistes que je trouve vraiment de qualité. Il y a Vianney donc je veux dire, je ne peux que dire merci. Je veux dire, j'ai des chansons qui sont devenues intemporelles. Et quand je vois mon Spotify et je vois mes followers, je me dis, voilà, donc dans la vie, tout est perception. C'est vrai. Et il y a quelqu'un qui a dit, et je vais presque terminer avec ça, Axel, encore juste des derniers trucs après, et quelqu'un qui a dit, il paraît après quelque temps, la passion s'affaiblit, pas toujours apparemment. C'était il y a 32 ans, quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la passion, c'est la passion dans sa vie de couple, c'est la passion pour son métier aussi. Est-ce que, ça s'affaiblit un peu quand même ou pas? Vous savez, je suis très intéressée par l'Ayurveda. C'est la médecine indienne, parce qu'elle a beaucoup de sens, dans le sens où c'est en fait la science de la vie. Et donc, ils dissocient pas la santé physique avec morale, mais aussi avec l'environnement. Donc c'est super logique. Et la passion, c'est le feu. Et le feu, en fait, il est le plus haut, justement, on parlait d'andropause là tout à l'heure, quand les hormones sont les plus hauts, donc entre la puberté et l'androménopause. Et donc, mais moi je me dis, on n'a pas d'âge, parce que ça c'est mon nouveau combat, parce qu'on stresse les gosses à leur dire, il faut faire tout maintenant, parce que voilà.
laisse-moi être enfant, tu vois, laisse-moi rester femme, laisse-moi être enfant. D'ailleurs, c'est un bon truc pour mon prochain album. Pas mal. et puis, une fois que tu as 30 ans, on dit, ah non, mais ça, c'est plus possible. Et donc, tout le monde est stressé. Non, mais c'est d'un ridicule. À tous les et donc, la passion, il faut qu'on l'ait jusqu'à la fin de notre vie, parce qu'autant, sinon, lay down and die. Mm-hmm. Parce que tu le vois, j'ai des exemples dans ma famille. Ma belle-mère, je veux dire, quand je vois ce qu'elle fait à son âge, non mais c'est hallucinant. Elle est guide dans le musée de la mode, elle fait les églises, elle crée ses propres vêtements. Elle pourrait carrément commencer une ligne. Quand je vois ma maman, je la trouve méga belle. Et pas seulement ride, mais je veux dire, elle a l'enfant en elle. Ouais. Et donc le feu, c'est nous qui devons le laisser. L'alimenter en fait. Ouais. Et puis le gouvernement pourrait un peu aussi quand même être plus, comment dire, donner plus de possibilités pour que tout le monde garde ce feu. Voilà, en tout cas, donner matière à, je vais pas dire à ce qu'on rêve un peu plus, mais à ce qu'il y ait un peu plus d'espoir peut-être. C'est ça. En fait, j'appelle ça, que ce soit une chaise roulante ou encourager les gens à se réinventer, c'est la même chose. Ouais. Ou être un peu plus gentil. Et un dernier extrait, Axel, parce que je trouve l'anecdote qui est liée à cette chanson-là, elle est jolie. On embarquait dans une phare, dans un monde imaginaire. Tu n'existais que dans mes rêves. Maintenant tu es là et pour de vrai. Tu m'as fait. Ah oui. Tu m'as stigmatisé. C'est Isaac Hayes. Et ça, j'ai même pas honte. Avec marqué Branded. Et il y a une anecdote parce que c'est pas donné à tout artiste aussi populaire soit-il. Vous avez enregistré cette chanson-là et vous avez croisé qui dans le studio? Mais en fait, voilà. Donc Isaac Hayes, c'est on l'appelle le roi de la soul. Ah oui. Il avait fait Shaft. C'était le premier en fait à mettre des violons classiques sur la musique soul. D'ailleurs, après, c'était la naissance du disco. Parce que le disco, qu'est-ce que c'était? C'était les arrangements de violon classiques sur un truc qui groove. On était en studio et il dit à un moment donné, oui, j'ai mon ami Michael Jackson qui va venir. Dis à tout le monde de ne pas fumer parce que voilà, il n'aime pas la fumée. Je dis, mais ils vont dire que je suis vraiment une chieuse, tu vois, donc j'ai pas osé dire aux musiciens. Et à un moment donné, lui, il est arrivé déjà un peu plus tôt. Et donc, je suis avec Isaac Hayes parce qu'il voulait chanter en français. Donc, j'étais en train de lui apprendre mot par mot comment il fallait chanter. Donc, c'était déjà assez incroyable d'être là avec le roi de la soul dans une pièce dans le studio. Et puis on rentre dans la cabine où il y a la table de mixage et tout ça. Il y avait juste l'ingénieur du son et donc Michael était là avec son épouse. Il faut savoir aussi que j'étais avec le roi de la soul, sa roi de la épouse pop et la fille du roi de rock'n'roll. Donc avec Lisa Marie Presley. Voilà, pour moi elle était un peu moins reine quand même que les autres parce que les autres avaient fait quelque chose. Voilà. Mais enfin, elle chantait aussi. Oui, mais tu le voyais aussi parce qu'à vrai dire, ceux qui étaient le plus sympas, c'était ceux qui avaient crié des choses. Juste pour l'anecdote. Son âme. Mais Michael était en plus de ça, c'était très mignon parce que c'était complètement le monde à l'envers parce que Isaac, pour que l'autre soit à l'aise, il me présente comme déjà une très très grande amie et une grande star en France et en Belgique. Et donc Michael, au lieu de que moi j'étais mal à l'aise, il me dit mais comme si tu vois on était vraiment des collègues. Donc je me dis bon tu vois, mais je lui ai quand même dit à quel point il m'influençait depuis que j'étais petite et il a enlevé son gant. Il a enlevé son masque, il était d'une gentillesse, d'une simplicité. Ouais. Je trouvais ça vraiment très très touchant. Et puis surtout, j'ai vu le grand artiste parce que il voulait écouter aussi le reste parce que Isaac était en train de faire son nouvel album. Et toutes les remarques qu'il a fait sur la production, c'était les remarques d'un grand artiste musicien. Et voilà. Et le lendemain. Le cuistot de Graceland, il nous a apporté des chicken wings faits par le cuistot de Elvis Presley. J'ai appelé ma maman, je dis maman. Je dis mais tu vois là. Je dis wow. Et puis le lendemain on prend l'avion parce que ça c'est quand même encore plus drôle. On prend l'avion pour aller à Paris parce que j'allais au défilé de mode. Un défilé de mode et tout à coup j'avais plein de photographes qui viennent dans ma direction, mais je veux dire c'était juste pas possible, tellement. Et puis j'ai eu le réflexe, je me dis est-ce que je veux faire le côté
Non, tu vois, un peu Ouais, star, tu vois, ouais, star. ouais. Heureusement, j'ai pas fait ça. Et j'ai regardé derrière moi et il y avait Madonna. C'est pas vrai. Donc en 2 jours de temps, Tous les la reine rois de la- de pop, la la reine reine de de la voilà. pop et le roi de la pop avec Exact. la reine de Belgique, voilà. Axel Comme Red. quoi on peut relativiser les choses. Exactement. Eh ben Axel, c'était un grand merci. On était ravis de vous avoir. C'était un plaisir. Pareil, toujours avec toi. Showbuzz, le talk média de Sud Info.